pour aller avec les enfants jusqu'à l'école et faire des petites... Utiliser en fait par du design, dans la ville, la façon dont on va donner envie de marcher, de courir, de sauter, de jouer, à moindre moyen. Et je fais le lien bien sûr, parce que notre rencontre elle est sur la santé, jeunesse et sport. Bravo d'ailleurs à toutes les propositions qui ont été proposées par les jeunes. Santé et sport, c'est la même chose. Être en bonne santé, c'est aussi faire du sport, sans excès, mais si possible tous les jours. Je parle sous le contrôle des médecins. Tout ça est extrêmement lié dans la politique municipale. Et dernier point, parce que là je m'adresse aux maires, on avait animé il y a peu de temps, dans le cadre du Club des maires de la rénovation urbaine, une rencontre avec Carl Olive, qui était venu en fait à cette journée, et qui lui avait imposé, donc je vous le dis, c'est une suggestion, 2 heures de sport pour tous les fonctionnaires territoriaux. Il l'a mis en place, elle fait partie du temps de travail, et ce qu'il y a trouvé au-delà des sujets de santé, c'est aussi de l'attractivité sur les emplois, et par ailleurs, parce que je l'ai noté, et c'était intéressant à noter, avec ces 2 heures de sport, eh bien en fait il a divisé par 2 l'absentéisme dans l'année. Donc je me suis dit, tiens, on est dans le sport, la santé, et donc ça veut dire que le sport fait partie pleinement aussi de ce que peuvent porter les élus. Je vais commencer par Frédéric Léveillé, maire d'Argentan, sur ces santé, jeunesse et sport. Comment tu vois aujourd'hui votre place, où en effet on voit bien que l'attractivité, on n'a pas envie d'aller quelque part s'il n'y a pas de médecin, ça a été dit depuis tout à l'heure, très important. Après, qu'est-ce qu'on fait pendant cette transition où il faut 10 ans pour former un médecin, et aujourd'hui on ne les a pas, donc comment on s'organise? On comprend parfaitement la réflexion, comment tu vois les choses aujourd'hui. J'entendais Fabien, qui est de formation, directeur d'hôpital. Je suis incapable de savoir si aujourd'hui il y a un hôpital dans chacune des sous-préfectures, donc ça a peut-être été organisé comme ça historiquement, mais sinon vous évoquiez l'envie d'avoir des centres de santé aidés par les communes pour redonner envie à des médecins de venir chez vous et avoir cette possibilité d'attractivité qui est indispensable. Frédéric. Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je pense que sur cette thématique-là, on a vocation en tant qu'élu à faire feu de tout bois. Parce que la stratégie, elle doit être à la fois d'être en effet un territoire attractif, qui doit permettre de pouvoir donner l'occasion à des médecins de pouvoir venir, mais aussi d'avoir une stratégie territoriale qui soit une stratégie territoriale partagée. Et là, je le dis, ce qui t'a jeté un pavé dans la mare, c'est bien d'avoir cette volonté politique sur un territoire, encore faut-il qu'elle soit partagée, y compris par les médecins eux-mêmes. Et je le dis, et avec fermeté, parce que j'ai connu ça sur mon territoire, où des jeunes médecins formés, en l'occurrence, moi j'ai un hôpital, donc formés à l'hôpital, qui voulaient s'installer en ville, n'ont pas pu s'installer en ville, tout simplement parce que les médecins ne voulaient pas. Donc il faut aussi dire les choses, et les dire de manière forte, concrète, précise, et aller jusqu'au bout des discussions et des débats. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que si on veut parvenir à faire venir, développer de la médecine sur le territoire, nous avons vocation, nous, en tant que collectivité, à pouvoir potentiellement mettre à disposition des bâtiments, certes, mais nous, on n'a pas d'ailleurs la compétence santé. Je rappelle qu'elle est partagée par tout le monde, donc par personne. Enfin, c'est d'abord une compétence d'État, il faut quand même le dire. Alors on est tous à la prendre à minima, parce qu'il faut bien qu'on trouve des solutions locales, puisque les solutions nationales ne sont pas trouvées. Mais c'est une réalité aujourd'hui qu'on a devant nous. Nous, on peut mettre des bâtiments, sauf qu'on n'a pas la connaissance, la compétence technique en matière de santé, et qu'il faut aller chercher des médecins. C'est pourquoi il faut trouver toutes les opportunités, et c'est pour ça que je disais qu'il faut faire feu de bois, à la fois en ayant une vraie stratégie de partenariat, quand on en a, et moi c'est mon cas, entre l'hôpital public et la médecine de ville, et puis avoir aussi une stratégie, et ça se développe dans le département de l'Orne, donc moi j'y suis candidat, à développer des centres territoriaux de santé, des centres départementaux de santé, pour avoir de la médecine salariée. Moi j'ai pas d'état d'âme sur le sujet, à partir du moment où il n'y a pas suffisamment de monde, j'ai pas de problème pour y faire de la médecine salariée, et assurer le fait qu'on puisse répondre à des besoins, à la fois en médecin généraliste, à la fois en dentiste, puisque aujourd'hui on a des vraies problématiques sur les problèmes de dentiste, et en même temps sur de la médecine plus spécialisée. Quand on a un hôpital, c'est un peu plus facile, mais ça ne l'est pas forcément toujours. Et il y a aussi la volonté qui doit être la nôtre. J'entendais en venant sur la route la ministre, je ne sais plus quoi, à l'aménagement de la santé, bon, qui ne répondait pas d'ailleurs aux questions qu'un médecin lui posait, mais c'était intéressant à observer parce que, oui, mais c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie
structuration et une organisation territoriale à trouver. Alors, y a-t-il obligation à avoir un médecin pour tant d'habitants, même motif, même punition, j'allais dire, que pour les pharmaciens? Pourquoi pas, hein, et ça se fait dans d'autres ministères, et ça se fait sur d'autres sujets. Il y a en tout cas tout un travail à mener, et dans nos territoires, avec des sous-préfectures, mais dans tous nos territoires. Et il faut réussir à créer du lien, de la dynamique territoriale et du partenariat. C'est en tout cas tout ce que nous, en tant que collectivité, nous pouvons réussir à faire, je l'espère. Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a des micros au sol? Fabien me rappelle qu'on n'a pas fait le tour de table, donc je vais vous passer un micro, et Dominique, on va redémarrer par vous pour que chacun se présente, et puis après, je crois qu'il y a des PowerPoint et des présentations qui sont présentes. Madame Dominique, là, il y a un micro qui est là. Il va arriver juste... D'ailleurs, Dominique, je fais le lien avec ce qu'il vient de dire hier. Vous nous disiez que les jeunes ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'hier, et ceux qui sortent de l'école de médecine aussi, a priori de ce que j'entends, de plus en plus souhaitent être salariés aujourd'hui. Le monde change. Oui. Allez, on fait passer le micro, tout le monde un tour de table rapide. Non, juste qui est qui, dans un premier temps, avant de revenir à... Je m'appelle Dominique Musso, je suis le maire adjoint d'une commune rurale et non pas d'une commune d'avenir, hein. Donc ici, pas très loin, parce que j'appartiens à la Comcom et Fabien est notre président. Et je suis surtout le directeur des études d'un master de Bac plus 5, pas plus que 4 et 5, parce que le master va lancer 2 ans, dont les jeunes veulent être uniquement dans toute la partie support de l'industrie d'armement. Oui, je m'appelle Patrice Bérard, commune de Neuchâteau, dans les Vosges, et je suis adjoint maire, en charge des finances, des affaires générales, de la sécurité et bois et forêt. Voilà. Amandine Oufkir, je suis adjointe au maire déléguée au bien vieillir sur la commune de Châteaudun et je suis également présente en tant qu'assistante sociale sur les urgences d'un hôpital de Vendôme, une ville sous préfecture également. Bonjour, je suis Dr Sobi Sofiane, je suis médecin urgentiste et chirurgien viscéral, formation. Et j'ai la deuxième casquette, je suis adjoint maire à la santé et je suis référent ministère interministériel des violences conjugales. Docteur Mounir Hilal, je suis le chef de pôle des urgences et post-urgences à orientation cardio-pneumo de CH de Vendôme, sous-préfecture de Vendôme, en même temps président de la commission médicale d'établissement et vice-président du directoire. Isaac Bedamassi, je suis un vieil anesthésiste animateur. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur moi, j'ai fait mes études, j'ai grandi à Clermont-Ferrand, donc je suis un peu un bourru, et un peu comme Thibaut. Et puis j'ai fait ma spécialité à Tours, d'anesthésie réanimation. Donc j'ai fait 8 ans de neurochir à Tours, et puis après j'ai atterri à Angoulême, 8 ans aussi. Et puis mes anciens collègues de fac voulaient me récupérer, je pensais que j'allais faire 8 ans aussi avec eux à Blois, mais je suis resté 20 ans. Et je milite depuis pratiquement une vingtaine d'années, un peu tout seul, pour me battre pour justement restructurer la santé. Je vous en dirai beaucoup plus tout à l'heure. Merci. Émile Moueb, maire adjoint à Cernay dans le Haut-Rhin, en charge de la sécurité et de la politique des quartiers, et professionnellement, avec la politique, elle nourrit son âme, mais pas son homme. Je suis dans le monde chef d'entreprise, je suis dans le monde du parfum. Voilà. Oui, donc Frédéric Léveillé, moi je suis maire d'Argentan, c'est une sous-préfecture au cœur de l'Orne, et président de l'intercommunalité Argentan Intercom. Voilà. Oui, donc Laurence Porte, donc maire de Montbard en Côte d'Or, sous-préfecture. Et moi je suis vice-présidente du département de la Côte d'Or, déléguée aux petites villes de demain. Et alors je ne suis pas présidente de ma communauté de communes, je n'ai jamais souhaité l'être justement, je m'occupe du développement économique en tant que première vice-présidente. Et puis mon violon d'âme, c'est d'être la vice-présidente déléguée au Pays d'Art et d'Histoire au niveau du PETR. Donc moi, Karine Guilleret, je suis adjointe au maire à la ville de Lure. Je suis aussi conseillère départementale en charge de la commission santé et solidarité au département. Et puis j'appartiens à une association qui s'appelle le comité de vigilance et qui se bat pour maintenir les services publics en place et notamment tout ce qui est service médical. C'est une association qui est très active sur notre territoire. Je m'appelle Jennifer Pout, je suis conseillère déléguée et je m'occupe du CMJ à Lure dans le 70. Voilà.
Très bien, on va démarrer tout de suite. J'ai peut-être proposé à Amandine Oufkir d'ouvrir les débats. Vous s'occupez du bien vieillir. Le vieillissement, c'est aussi un sujet, la santé de nos aînés, qui est un sujet aujourd'hui global. Donc, comment vous voyez aujourd'hui ce sujet du vieillissement dans les villes sous-préfecture et la santé qui doit l'accompagner, bien évidemment, de nos anciens. Dominique en a parlé tout à l'heure en citant la situation de son père qui est à 90 ans et qui n'a pas de médecin pour s'occuper de lui. Alors, je pense que c'est une affaire de tous et de tout le monde, la santé. Et effectivement, dès qu'elle impacte la population plus vieillissante, c'est qu'en premier, elle impacte également la population beaucoup plus jeune. Tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est seul, on peut y aller, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et effectivement, il nous faut apporter des réponses pour tout, mais pas tout seul. Voilà. Autant la médecine de ville que la médecine hospitalière doivent se lier pour pouvoir apporter un maximum de services. Et c'est également aussi aux territoires locaux de pouvoir apporter aussi des infrastructures, des aides ou autres, ou l'envie également. Tout à l'heure, Thibault lisait très bien sur la commune de Vierzon, mais c'est une commune parmi tant d'autres où effectivement les soignants n'ont peut-être pas forcément envie de s'installer, d'y rester, mais c'est valable pour toutes les professions. Voilà. On forme des médecins, c'est vrai, et puis ensuite, voilà. On n'a pas la suite sur nos territoires. Ce que Sofiane veut compléter, j'aime beaucoup votre titre, parce que je l'avais jamais vu ailleurs. Adjoint à la santé et à la diversification de l'offre médicale. Vous pouvez nous en dire plus? Donc en fait, voilà, moi j'essaie de simplifier les choses, c'est que l'accès aux soins nécessite toutes les professions de la santé. Donc, y compris médecins, généralistes, médecins spécialistes, pharmaciens, dentistes, et puis les autres, bon, quand même une importance vraiment considérable, le kiné et l'infirmière à pratique avancée. Alors, concernant les médecins généralistes, c'est vrai, le cursus des médecins, on reçoit les internes, les jeunes actuellement, soit ils veulent un regroupement en salariés, c'est ce qu'ils veulent actuellement, soit ils partent en dehors de la France. C'est les pays du Golfe, l'Orient, etc., qui proposent beaucoup de choses. Et puis il y a certains internes qui vraiment, une fois qu'ils auront le diplôme, ils changent carrément de carrière. Ah oui. Du commerce, ah oui, on a pas mal de jeunes qui ont changé complètement de carrière professionnelle, donc du commerce ou bien un truc international, du matériel médical par exemple, des délégués médicaux sophistiqués. Et après, on a aussi l'accès pour la dentition, c'est vraiment délicat. Donc nous, par exemple, à Châteaudun, on a la chance, on a le centre hospitalier, et puis on a la pratique extra-hospitalière, c'est le libéral aussi. Et dans le libéral, on a un centre de santé, donc on appelle ça une maison de santé pluridisciplinaire, et plusieurs spécialistes, et en même temps, on a un centre de santé municipal. Et au niveau de l'hôpital, il y a pas mal de spécialités, c'est donc pluridisciplinaire, dans plusieurs projets dans les années qui suivent, avec que je remercie toute l'équipe qui nous aide tout ça. On a eu l'IRM, donc on a se battu pour l'IRM à Châteaudun, alors que les gens ils attendaient presque 3 mois, 4 mois à Vendôme, à Chartres, à Orléans, etc. On s'est battu pour le centre ophtalmologie, on est des références, donc la chirurgie des rétines, les consultations vision. On a aussi l'agrandissement des urgences, et on a recruté pas mal de médecins qui sont venus, je dis, donc c'est un diplôme hors Union européenne, qu'on a 4 dossiers en attente au Centre national de gestion. Ces 4 médecins-là, parce qu'on a fait avec monsieur le maire, c'est 4 dossiers de médecine générale. Un qui est suédois, donc voilà, on attend comment s'appelle la méthode d'Oschmann, voilà. Donc on attend que la décision du Centre national de gestion qui nous donne donc l'autorisation. Et on a 3 dossiers aussi de diplômes, c'est maghrébin, et qu'on attend la décision. Imaginez qu'on a les 4 dossiers, 4 médecins généralistes ici, chaque médecin qui prend à peu près 1200 patients. Donc là, on est en plein recensement de patients sans médecin traitant. Normalement, voilà. On a recruté récemment, donc on a 2 médecins qui sont recrutés. Voilà. Donc on essaie d'avancer, c'est pas facile. Et là, ces recrutements, qui s'en occupe, qui a piloté ces recrutements? Avec toute l'équipe. Hein. Donc il y avait
une dame. Et qu'est-ce qui leur a donné envie de venir chez vous? Ah, c'est vous. C'est un secret. Vous voulez pas j'essaie de jouer les deux casquettes, quoi. Les deux casquettes. Non, mais parce qu'il faut. C'est l'attractivité. Exactement. Donc on essaie de jouer les deux casquettes. Et puis on n'oublie pas, on a une masse médicale quand même. On a une masse médicale ici. C'est des anciens, c'est des spécialistes. Et on est soudés. Quand même, on est soudés. Mais on essaie de convaincre. Certes, ce que l'a dit Thibaut tout à l'heure, je donnerai 25 000 pour un médecin qui vient. Donc, on a eu ces choses-là, je ne vous cache pas. Il y a des médecins qui demandent par jour 500 €. Donc, on était bloqués. Je lui dis, bah, écoutez, en tant que collègue, je donne tout. Mais en tant qu'élu, responsabilité, trésor derrière nous, donc, vous voyez, on essaie de tirer partout. Voilà. Bon, merci en tout cas de ce témoignage qu'on voit quand même, parce qu'ici, malgré le fait qu'il faut se battre pour... Vous avez l'hôpital, vous avez de la médecine libérale, vous avez un centre communal municipal, médical, donc, et ce qu'il faut, c'est déjà dialoguer énormément localement pour essayer de progresser. Je notais qu'un médecin qui part, aujourd'hui, ça a été dit ces jours-ci par l'association des maires ruraux d'une ville, c'est 2500 personnes qui se retrouvent sans médecin. C'est quand même énorme, le signe est très très fort, et plus de 20% des communes ont à moins de 30 minutes des urgences les plus proches. Ça devient quand même essentiel. Alors il y a le sujet des urgences qu'on pourra traiter, puis il y a le sujet d'un médecin tout simplement, et de sa disponibilité. Isaac Grande-Massy, peut-être, c'est Mounir. D'abord, non, c'est Mounir d'abord, dans l'ordre que vous voulez. On donnait le micro. C'est comme vous aviez le micro, vous vouliez parler d'abord. Mounir. Allô. Président de la communauté médicale d'établissement du centre hospitalier de Vendôme. Bon, alors moi je préfère me mettre debout en parlant comme si j'étais dans l'amphithéâtre. Faites. Mettez-vous le plus à l'aise devant, voilà, devant si vous préférez d'ailleurs. Je préfère parler de l'hôpital de proximité. Puisque pour moi, le poumon des hôpitaux, c'est l'hôpital de proximité. Et sans polémiquer, j'ai rejoint un peu M. Thébault. Je ne l'ai pas connu dans son intervention. Pratique avancée ne va jamais remplacer un médecin. Et d'ailleurs, la maladie de notre pays, c'est sur ce point. On parle des hôpitaux de proximité, qui restent pour moi comme étant les poumons du GHT, le groupement hospitalier territorial, mais lesquels aussi on ne donne pas les moyens nécessaires pour fonctionner, puisqu'ils n'ont pas leur autonomie. Je suis vice-président du directoire, je suis membre du GHT, du comité stratégique du GHT. Le souci qui existe aujourd'hui dans nos sous-préfectures, ces hôpitaux n'ont pas leur liberté de fonctionner. Avec la création du GHT, du CMG, la commission médicale du groupement, et tant d'autres créations étatiques, empêchent souvent le fonctionnement et le recrutement d'ailleurs des médecins. Au lieu qu'on donne les moyens nécessaires à un directeur hospitalier de deuxième zone, qu'est-ce qu'on fait? On va donner l'enveloppe au GHT. Et le directeur du GHT, souvent, il est le colonel, et le directeur de l'hôpital reste le capitaine. Et si le colonel n'est pas raisonnable, le capitaine ne va pas recevoir un sou. Ça, c'est la première pathologie de nos hôpitaux. Si on dit CMG, c'est la commission médicale du groupement. Et je vous promets dans cette salle, dans 5 ans, il n'y aura plus de CME local. Qu'est-ce qui se passe? On dit aujourd'hui, il y a la commission médicale du groupement. C'est une manière de donner les moyens nécessaires au colonel de bouffer le capitaine. C'est comme des pirogues par rapport au paquebot. À tel point qu'à l'hôpital de Vendôme, tout le monde me connaît dans la région, je suis un leader, j'ai pas ma langue dans ma poche. Je suis un hôpital qui fonctionne sans intérimaire. J'ai un service d'urgence qui fonctionne sans intérimaire, chose qui est très rare dans ce pays. Et la deuxième pathologie de ce pays, c'est nous les médecins.
car vous avez des médecins aujourd'hui qui demandent beaucoup cher, plus cher. L'urgentiste, quand il bouge pour faire son intérim en 24 heures, il a 1200, 1400 euros. Moi qui vous parle, quand je fais ma garde, je suis à 260 euros. Mais je préfère mon hôpital public, car il faut aider des citoyens, des malades, on est des médecins, on est fait pour. Mais rare de trouver aujourd'hui notre génération, puisque si on donnait des moyens nécessaires aujourd'hui à certaines mairies, je vois des enveloppes, puisque je suis jusqu'au ministère, hein, je représente la communauté, des enveloppes qui passent, qu'on distribue comme des petits gâteaux. Si on donnait ça aux différentes mairies, aux différentes sous-préfectures, aux hôpitaux, en disant que voici l'enveloppe, demain on a besoin que l'exercice soit avancé, soit délocalisé dans les zones qui n'ont pas de médecin, et je vous assure que moi, me concernant, je serai capable de déplacer les urgentistes, d'aller dans ces zones consulter. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette attractivité. Je pense qu'on travaille sur le plan étatique. Est-ce que c'est les gens du terrain qui travaillent? Je m'excuse du terme, est-ce que c'est les bureaucrates qui travaillent? Quand vous prenez le dernier décret va élargir la force du GHT. Et la loi Clarisse, qui est préfacée par Olivier Véran, va définir l'hôpital dans sa vraie définition, en donnant les moyens nécessaires aux soignants, comme vous l'avez entendu, dans la loi Macron, le binôme hospitalier, le président de la CM 50% et le directeur de l'hôpital 50%. Va faire comprendre à un directeur, moi, président de la CME, je dois signer à droite, vous allez signer à gauche, s'il n'y a pas d'intelligence. Dis-moi. Chez moi, ça se fait. Car je connais mes prérogatives. Et il est difficile de m'acheter. Je préfère mon petit salaire pour sauvegarder le peu que j'ai comme personnel, dont sur cette tribune, Soufiane Sobi, qui est le maire adjoint d'ici, et Amandine, qui est là, qui fait un boulot remarquable par rapport aux précaires. Et je ne vais pas aller plus loin. Il faut revoir la copie. Je pense que c'est M. Dominique qui est mieux placé que nous tous, puisque non, mais vous pouvez dire des mots quand même à l'État, de revoir un peu la copie de certaines choses par rapport au GHT et compagnie, puisque depuis qu'on a commencé les GHT, c'est là qu'on est rentré dans la pénurie médicale. J'ai cette bonne mémoire. Au lieu qu'on travaille, un exemple terre à terre qui me concerne, je suis avec Blois, au Morantan, Vendôme, pour rejoindre encore le monsieur. Nous, il y a 5 ans, Vendôme s'est déplacé pour aller sauver Romorantin. On allait fermer Romorantin de nuit. Pendant 2 mois, on a travaillé et à Vendôme et à Romorantin. C'est moi qui dirigeais les opérations. En ce moment, Dr Badamassi était directeur du SAMU 41. On s'est engagé et on est arrivé jusqu'au bout. Ça se fait. C'est la coopération. Aujourd'hui, Châteaudun est en difficulté par rapport à ces urgences. Les 2 maires se mettent en accord. Moi, je suis prêt à prendre mes médecins et facilement, avec les raisonnements, pour venir aider Châteaudun. Pourquoi? Le déficit budgétaire des hôpitaux aujourd'hui, c'est l'intérim aussi. Il y a des hôpitaux qui payent 2 millions d'euros rien qu'à l'intérim. Et si l'hôpital a déjà un déficit de 2 millions rien qu'à l'intérim, sans compter d'autres déficits, il ne pourra plus fonctionner. Pour moi, les médecins, ils existent. Mais comment les faire venir? Cette attractivité, je pense que c'est un travail commun à mettre en place. Et je vois la médecine libérale, effectivement, l'hôpital de proximité, il y a CPTS, il y a PAI,
Il y a Païs, il y a tout ça. Mais l'attractivité entre CPTS et l'hôpital, ça existe à Vendôme. Mais deux fois, CPTS va vous dire, nous, on n'a pas de médecin. On ne sait pas où les mettre. On a 400 000 € de budget, mais on n'a pas de volontaires. Et sincèrement, si on renforce les hôpitaux de proximité, je suis convaincu qu'on va pallier à beaucoup de manque de médecins. Puisqu'on donne des millions à l'extérieur, des milliards, et on ne donne pas à la bonne personne. Et pour en finir, un exemple terre à terre. Il y a 5 jours, c'était à l'hôpital de Vendôme, un monsieur de 32 ans qui fait sa crise cardiaque. 32 ans. J'étais de garde, puisque je passe toute ma vie dedans. Ils sont là. C'est ma maison principale, moi, l'hôpital. Hein. Chez moi, c'est secondaire. Je suis jusqu'à Paris. Ce monsieur arrive, 32 ans. On est sur un autre site. Blois n'a pas d'équipe. S'il n'y avait pas l'hôpital de proximité, moi qui parle ici, si je tombe tout de suite, je fais un malaise, qu'est-ce qui va venir? C'est Châteaudun. C'est pas Chartres, c'est pas Drôme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Chartres pense? Non, je vais ramasser le budget de Châteaudun, c'est moi qui dois distribuer, puisque c'est moi le directeur général. Et c'est là le rôle des politiques, de dire non, je tiens à mon hôpital. Je tiens à ma population. Sans la santé, il n'y a pas de citoyen. C'est là la bataille. C'est là le rôle aussi du président de la CME. L'hôpital, par définition, c'est 3 personnalités. C'est le président du conseil de surveillance, c'est le président de la CME, le président du directoire qui est représenté par le directeur général. C'est les 3 qui sont décideurs. Et on a tout fait pour faire revenir les politiques dedans. Le conseil de surveillance. Le président du conseil n'appartient qu'au maire de la ville ou à son représentant légal. Donc si le maire ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de son hôpital, et s'il faut croire tout le temps au directeur, au président de la CME, sans que le trio nous fonctionne correctement, c'est que on meurt tous. Ce jeune a été sauvé par qui? Par Vendôme. Et un exemple, c'est Vendôme qui vient aujourd'hui au secours de Blois. Blois n'a plus deuxième équipe au SAMU. C'est mon équipe qui est dans l'hélico qui transfère 32 ans infarctus, thrombolisé à Vendôme, transféré à Tours, sur la table de Corot. Et hier, un intubé ventilé, hémorragie cérébrale, encore l'hôpital de proximité. Blois me dit, écoute, on n'a pas d'équipe, comment on fait? Et trouver l'équipe, il faut qu'il soit opéré dans 2 heures. Non, qui est parti? J'ai même dit 7 heures, j'ai dit, bon, s'il y a une enveloppe, vous vous précipitez. S'il y a le travail, vous n'existez pas. Et toute votre idée, c'est de supprimer les hôpitaux de proximité. Je m'arrête là, je passe la parole à M. Badamassi. On travaille ensemble, qui connaît l'hôpital et la ville, et je crois qu'il va compléter ce que je viens de dire, et je vous en remercie. Sous vos applaudissements, vous donnez quand même beaucoup d'espoir aussi, parce que je pense que si les territoires ont des directeurs d'hôpitaux comme vous, avec un dialogue renforcé avec les maires, je pense qu'on vous pourrez régler beaucoup de solutions, et une capacité aussi à voir ce qui se passe ailleurs, en dehors de chez vous. Vous avez cité Vendôme, Châteaudun, Blois. Tout ça, c'est de la coopération, de l'intelligence humaine entre les uns et les autres. Monsieur Isaac Badamassi, qui est médecin anesthésiste réanimateur responsable du SAMU d'Angoulême. Oui, aujourd'hui, ici, de Châteaudun. Mais vous étiez à Angoulême, puis à Blois, fondateur du centre d'enseignement de soins d'urgence 41. C'est ça. Alors je vais faire comme mon petit frère. Je dis petit frère parce qu'il est le plus jeune. Hein. Alors, moi je vais vous parler de Fabien. Il n'est pas là, Fabien? Il est là. D'abord, je voudrais le remercier, Fabien, en public, et puis lui dire qu'il a eu beaucoup de flair. Le flair d'organiser cette journée-là, en cette période de crise sanitaire grave et gravissime. Et Fabien, je crois qu'aujourd'hui,
Châteaudun va rentrer dans l'histoire. Quand j'ai entendu un certain nombre de gens qui sont intervenus déjà, ils ont posé un certain nombre de questions, mais c'est qu'on a des solutions. On a des solutions. On parle de désert. Ne nous sous-estimons pas. Ne soyons pas complexés. Les sous-préfectures, s'il n'y a pas de sous-préfecture, il n'y a pas de préfecture. Et s'il n'y a pas de préfecture, il n'y a pas Paris. Donc je pense que s'il n'y a pas de territoire, il n'y aura pas la France. J'en suis persuadé. Et on retiendra dans l'histoire, Fabien, qu'il y a des solutions qui ont été esquissées ici chez toi, aujourd'hui. Discuter et porter pas les maires qui sont là aujourd'hui, les élus qui sont là. Nous avons des solutions. Moi, je vais vous parler d'une chose, mais avant, je vous montrerai. On va prendre un innocent dans la salle qui va vous lire le titre, juste le titre. Le désastre annoncé. C'est un article qui date de octobre 2001. C'était le premier colloque organisé à Blois sur la médecine, sur les urgences. Il y avait tout le monde, pompiers, tout le monde était là autour de la table. Comme m'a dit le journaliste, le seul qui manquait, c'était le curé. Alors le curé, vous savez qu'il y a une pénurie aussi de curés aujourd'hui. Hein. Mais peu importe. On va y aller. Alors moi, je vais vous présenter un programme qu'on a mis en place, que j'ai mis en place, tout simplement, c'est une solution locale qui répond à un problème national. Et j'ai entendu tout à l'heure, avant de venir ce matin, je voyais un peu, exceptionnellement, je voyais un peu les choses en noir. Ça peut vous surprendre, hein. Mais en arrivant ici, j'entends Thibault, j'entends M. Dominique Calmès et Laurence aussi. Je me suis dit, c'est reparti. On fait des bons. Et c'est comme ça que je suis reparti maintenant. On a des solutions et c'est des solutions qui vont marcher. Mais on y va. Alors, il y a une crise sanitaire que vous avez oubliée les uns et les autres, mais les hôpitaux en ont dégusté, mais durement. La crise 2001-2002, elle parlait de quoi? C'est la crise de médecine de ville qui refusait de prendre des urgences. Elle a duré, cette grève, c'est une grève qu'ils ont déclenchée qui a duré 10 mois. 10 mois. Et à l'hôpital, on en a subi les conséquences. Nos couloirs étaient bondés. Jusqu'au jour où je vois arriver, toi c'est la secrétaire qui vient me chercher dans mon bureau, je n'étais pas censé être sur le planning, mais peu importe. C'est la première fois qu'elle rentrait dans mon bureau sans frapper. Venez vite, 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 il y a un monsieur qui ne va pas bien, parce que sa femme l'avait conduit, un monsieur de 47 ans, de ma couleur, ce n'était pas sa couleur d'origine. Et ils ont fait 4 cabinets en ville avant, qui n'arrivent à l'hôpital. Nous avons mis 1h30 pour le réanimer, on n'a pas réussi. Vous devinez, moi qui suis dans le métier depuis un certain nombre d'années, je viens, allez, j'ai disjoncté. Je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut faire quoi? Et j'entendais M. Calmès tout à l'heure, c'est rencontrer tous les confrères de ville. Il faut qu'on se concerte, tous. Ils n'étaient pas d'accord au départ, oui, madame Assis, il vient, il cherche de l'argent, tout ça. C'est vrai, je cherche de l'argent pour mon hélicoptère. Changer, nous faisons la même chose. Moi, j'étais persuadé que si la ville va mal, l'hôpital ira mal. Si l'hôpital est pas mal, la ville ira mal. J'ai passé 36 ans dans les hôpitaux. Et si j'ai fait cette démarche pour aller voir les confrères de ville, c'est parce qu'il faut qu'on trouve une solution en commun. Vous l'avez dit, M. Calmette. On y arrive. Il faut prendre du temps. Et comment on a procédé? Eh bien, on a rencontré les collègues en ville. La concertation, elle a duré 5 ans et demi. 2001-2002, on a commencé. 5 ans et demi, sauf les mois d'été. Tous les soirs. Vous savez que les médecins, ils aiment bien boire un peu et puis manger. Quand je dis boire, c'est de l'eau, hein. Et puis manger un peu. Donc, on se rencontrait de façon conviviale. On n'est pas arrivé aussi, c'est l'hôpital qui était demandeur. Moi, je ne pouvais pas supporter des gens qui, pour un oui ou pour un non, se ramenaient à l'hôpital. Pendant ce temps, il y a des infarctus, il y a des accidents vasculaires, et il y a des gens, je n'ose pas vous en parler, tout le monde a eu des cas graves qui sont passés inaperçus dans son service d'urgence. Donc je me suis dit, plus jamais ça. C'était ça l'historique. 2001-2002, c'était quoi cette crise? C'est quand les médecins de ville ont demandé à passer leur consultation de 18 à 20 euros. Ça vous dit quelque chose comme ça? Ça a duré 10 mois cette grève. On s'est dit, c'est pas possible. Donc voilà, cette consultation nous a permis justement de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent pour qu'on puisse travailler ensemble. On casse la frontière entre l'hôpital et la ville. Un vrai décloisonnement entre l'hôpital et la ville. On a recueilli leur consentement, leurs propositions sur un certain nombre de choses. Je vais vous les décliner au fur et à mesure dans
diaporama, c'est pas la peine que j'en parle avant, le recueil des doléances. Donc ce qui est en jaune là, le rôle de tiers facilitateur, c'est le rôle que j'ai joué moi. C'est le seul rôle que j'ai joué. Tant qu'on n'a pas de tiers facilitateur, on n'arrivera à rien. Le ministre, il vient avec les idées du président, il vient avec les idées de la première ministre, mais il n'y aura rien. Les médecins, il faut qu'ils se parlent entre eux et qu'ils soient raisonnables, qu'ils proposent pour le territoire. J'ai entendu territoire tout à l'heure. Ça, c'est nouveau, hein, territoire. Alors, décloisonnement ville-hôpital. Mais un vrai, pas uniquement des incantations. Territorial, alors il y a des maires dans la salle, je le sais, c'est le maire, que les maires fassent le deuil de leur médecin de commune. C'est fini. C'est l'intercommunalité, c'est le bassin de vie. D'accord? À partir de là, moi je dis qu'il faut que cette organisation territoriale soit basée sur un trépied. Le trépied, c'est quoi? C'est la médecine de ville, c'est l'hôpital et les collectivités territoriales. Je peux vous dire qu'à l'époque, quand j'ai écrit ça, j'ai proposé ça aux élus. Ouais, ben, tu crois qu'on a que ça à foutre? Pour quelques-uns que je connaissais, qui me tutoyaient, on a autre chose à faire. On a déjà les collèges, on a les routes, on a ceci, cela. Je dis, mais vous y viendrez. Vous y viendrez. Depuis qu'on a eu notre pandémie, ils sont les premiers à m'appeler. Hein. Mon téléphone sonne tout le temps. Vous devinez pourquoi? Parce que c'est obligé. Alors, quand on a mis ça en place, on a créé, en jaune, ça a un grand intérêt, la solidarité. Solidarité interprofessionnelle, infirmiers, tous ceux qui vont avec, et solidarité intercommunale. Parce que les communes se retrouvent entre elles pour discuter, pour échanger. Le prérequis, c'est qu'on prend l'existant en l'état. On n'a pas besoin de bâtir. Pour aller vite, quelqu'un a dit tout à l'heure, il faut aller vite. Pour aller vite, on n'a pas besoin de bâtir. On n'a pas besoin de construire une MSP. Pourquoi faire? Ça ne sert à rien. La médecine, c'est pas forcément être... On ne peut pas mettre les gens dans une pièce en disant aimez-vous. C'est pas pour ça qu'ils vont se marier pour autant. Ou s'ils se marient, ça ne va pas durer longtemps. D'accord? Donc, selon les doléances des médecins, on a formé les secrétaires. Parce qu'il y a des médecins qu'on a rencontrés qui nous ont dit écoute, moi, tu sais, quand je reviens de ma visite, il faut que je rappelle tous ceux qui ont appelé ma femme de ménage, qui a pris les noms et les téléphones, pour connaître le motif des appels. Vous vous rendez compte du travail qu'ils font? La perte de temps? Moi, je le dis, si c'est comme ça, prenez qui vous voulez comme secrétaire. Alors, nous, on parle de secrétaire, à Paris, on parle d'assistants médicaux. Vous voyez la nuance déjà, hein? Parce que nous, à la base, ça dit dans les petites villes, sous-préfecture, dans le local, la France d'en bas, on parle CRUP. Je vous ai dit que je suis un bourru, hein? Moi, je suis auvergnat un peu en partie, d'accord? Et donc, on a des secrétaires qu'on a formés, une double formation, pas le SAMU et pas les urgences, et une double formation, l'autre formation, c'était pas les caisses d'assurance maladie. Parce que les médecins ne pouvaient pas continuer d'assumer ce qui les prenait beaucoup trop de temps, sur tout ce qui est administratif, et rébarbatif d'ailleurs. D'accord? Ça a permis justement de mettre en place un planning sur la base d'un engagement, un planning territorial, sur la base d'un engagement individuel. Même quand ils sont 3 ou 4 dans un cabinet collectif, ils signent chacun l'engagement pour s'engager dans le pays. Alors, la mise en commun de ces plannings territoriaux, ils définissent un planning. Tous les 20 de chaque mois, il y a un planning qui est défini pour le mois suivant. Avant le mois suivant. Tous les 20 de chaque mois. Et ils assurent une permanence de 8h à 20h en semaine. C'est un engagement. Et le samedi, c'est de 8h à 12h, parce que la garde officielle, elle commence à 12h, un peu partout. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'ils répondent aux demandes de la population de proximité, territoriale, du bassin de vie, d'accord, qu'on a défini ensemble avec eux, sur leur engagement. Tout ça est écrit. Alors, tout ce qu'on a proposé, c'est quoi? Moi, quand j'ai commencé à l'hôpital, il y a quelques années, juste après la guerre, on me disait, fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse à toi, au tien. C'est uniquement sur ça que je me suis référé pour demander à nos collègues pour qu'on avance. Ça nous a pris 5 ans et demi, mais peu importe le temps que ça nous a pris. On a mis ça en place. Et c'est l'essentiel. Les plannings sont adressés au SAMU avec le numéro de téléphone de tous les médecins. Jamais communiqué aux appelants. Jamais communiqué. C'est-à-dire que le médecin régulateur du SAMU, il gère le problème. Et s'il y a vraiment besoin, ce n'est pas pour les certificats de sport. Ce n'est pas le rôle. Mais si les gens ont besoin d'un certificat de sport, ils vont voir le médecin traitant habituel. Mais pour tout le reste, ça passe comme ça.
Alors, quelles sont les activités qu'ils ont développées au sein de leur cabinet ou de leur territoire? C'est les consultations classiques. Juste vous dire qu'on a eu le soutien, difficilement, mais on a eu le soutien pour le lancement de PAIS, 2008, 2009 déjà, parce qu'il fallait anticiper. Cette grève qu'on a vécue, on ne voulait pas que les choses continuent de cette façon. Et c'est surtout l'URCAM. ARH, il n'y avait pas d'ARS à l'époque. C'est la RH et l'URCAM. Et l'URCAM, il y a une dame que je vais citer qui est du 28 de Chartres, Madame Monique Damoiseau, la patronne de l'URCAM. Elle connaissait la médecine de ville parfaitement. Je vous dis qu'elle nous a fait transpirer, parce que, dans le bon sens, bien sûr, de façon noble, elle nous a fait transpirer parce qu'elle nous a fait travailler pour être sûr que le programme, le projet que nous proposons, ça va tenir et que les médecins vont nous suivre. On lui a donné des noms de médecins en disant qu'ils sont d'accord. Et c'est à partir de là qu'on a démarré. Et la RH était un peu la RH qui ne s'occupait que des hôpitaux universitaires, pas uniquement. Donc ils nous ont dit, ah ouais, mais ça pose des problèmes. Non, ça pose pas de problème. On est parti avec le CAM, on a démarré cette organisation. Et je vous ai dit que j'ai fait 8 ans en neurochir. J'ai vu des comateux pendant des années. Et quand on voit des comateux, on n'a qu'une envie, c'est éviter que les gens se retrouvent, des jeunes, des moins jeunes, se retrouvent dans le coma pendant des heures, des jours, des mois et des mois. Donc il faut faire de la prévention. Moi je fais partie des gens qui ont fait rentrer les SAMU dans les écoles depuis 1990, j'étais à Angoulême à l'époque. Donc c'est vous dire qu'on a besoin de ça. Donc on a développé quoi? Une consultation préventive. Une démarche de prévention, mais collective. Pas dans un cabinet. Pourquoi collective? Parce que dans les EHPAD, les personnes âgées, qu'est-ce qui s'en occupe? Les personnes à mobilité réduite, les handicapés, qu'est-ce qui s'en occupe? Personne. Soit on envoie une ambulance. Sachez que quand on envoie une ambulance, c'est la loi qui veut ça. L'ancien député qui était là tout à l'heure, c'est quand on envoie une ambulance, c'est hôpital ou clinique. On peut envoyer une ambulance qui amène quelqu'un dans un cabinet médical. Donc voilà pourquoi on s'est dit, on forme les gens dans les EHPAD, et on forme aussi les gens pour d'autres pathologies, mais pas forcément dans les EHPAD, mais en ville, c'est-à-dire dans les locaux mis à disposition par les maires des communes, mis à disposition à titre gracieux. Et c'est comme ça qu'on a développé la prévention. J'y reviendrai tout à l'heure. Et cette prévention qui existait, et merci à Madame Damoiseau, la patronne de l'URCAM, qui nous a dit, si vous voulez faire de la prévention, comment on peut indemniser les médecins qui ne vont pas au cabinet et qui veulent faire de la prévention en plus de leur consultation habituelle. Aujourd'hui, vous avez des jeunes médecins qui en ont marre d'être au cabinet tous les jours, mais qui ont envie de faire de la prévention. Mais il faut les indemniser. Et on a le FNPIS. Le FNPIS, c'est le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information en santé, qui existe, que personne ne connaissait, sauf la patronne de l'URCAM qui nous a soufflé ça. Donc on a mis ça en place, et les gens sont formés. Vous verrez tout à l'heure combien ça coûte. Et puis bien sûr, quand on met quelque chose en place, il faut informer le public. Nous sommes le public. Nous sommes le patient potentiel. Il faut qu'on sache exactement ce qu'on nous propose. C'est ce qu'il faut. Donc c'est de la pédagogie. Et les moyens légers de transport, je vous parlais tout à l'heure des gens à mobilité réduite, les personnes âgées, les handicapés. Il faut aussi trouver des solutions. Nous, ce qu'on a mis en place avec notre département, c'est de dire désormais, les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont seuls, il faut qu'on mette à leur disposition des moyens légers de transport pour aller au cabinet médical. Il faut qu'ils signent une convention avec les entreprises de transport. Et c'est comme ça que nous avons commencé à avancer. Les résultats de ce qu'on a mis en place, c'est quoi? Les secrétaires, elles sont heureuses. Pourquoi? Parce que dans différents cabinets du territoire, quand il y en a une qui est en vacances, les autres prennent le relais. Elles ont été formées de la même façon. On les revoit de temps en temps pour des recyclages. Donc elles sont contentes. Elles font la même chose. Quand il y en a un qui se trompe, qui appelle un cabinet, ce n'est pas le cabinet PAIS ce jour-là. PAIS, je ne vous avais pas dit ce que ça veut dire PAIS. Dans cette plateforme alternative d'innovation en santé, j'ai un flyer. Je ne sais pas si vous l'avez dans les dossiers ou pas. Si vous en avez besoin, vous m'enverrez par mail votre demande, puis je vous l'enverrai par informatique. D'accord? Je vous en parlerai de PAIS à la fin. Ils ont mutualisé les secrétaires. Alors, même si les secrétaires, ils ne sont pas forcément dans le même local, les médecins, qu'est-ce que ça leur a apporté aux médecins? Je vous ai parlé des dossiers rébarbatifs qui n'aiment pas traiter tout à l'heure. Ils ont été formés, les secrétaires ont été formés par les caisses d'assurance maladie. Les médecins, ils ont gagné quoi? 1h30 par jour et par médecin. C'est eux qui le disent. C'est important, hein? Très important. Ce temps, ils l'investissent dans quoi?
Il investit dans la prévention et dans l'encadrement des internes. Je vais vous dire une chose. À cette époque, il n'y avait que 19% des cabinets médicaux en France qui prenaient des stagiaires, des futurs médecins. On peut avoir des médecins, on ne peut pas les former, on n'a pas le temps. J'ai la tête dans le guidon toute la journée. Quand est-ce que tu veux que je trouve le temps de former les jeunes futurs médecins? On n'en a pas. Donc du coup, avec PAIS, qu'est-ce qui s'est passé? 85% de ces médecins, alors ces médecins, ils se font appeler paysous, hein, pas paysans, parce que paysans, ça existe déjà. Donc on appelle paysous pour eux. Les paysous, ils sont devenus 85% en 3 ans des maîtres de stage. Et je peux vous dire que les cabinets aujourd'hui sont très prisés. Parce que tout le monde allait vers les faire du pays. D'ailleurs, c'est pour ça que la RH et la RS ont pris peur pour qu'on trouve d'autres personnes pour faire ce genre d'activité. D'autres résultats, c'est l'engouement des internes dont je vous parle. Et je mets au défi un ministre, ou même, pas le président, parce que le ministre, de trouver des internes qui ont déjà travaillé sur ce sujet PAIS. Il y a 7 thèses qui ont été élaborées. Alors, c'est sur Internet, hein, si vous avez besoin de cette thèse, hein, qui traite de tout, prise en charge des personnes âgées, ou prise en charge tout simplement dans les territoires. Alors, parmi les 7 thèses, il y en a 6 de la faculté de médecine de Tours, et une de la faculté de médecine de Guadeloupe. Ça date du mois d'avril dernier. D'accord? J'ai pris du plaisir à aller découvrir aussi le désastre qui existe là-bas. Je vous en parlerai en aparté si vous le souhaitez. Donc voilà. Et il y a 2 autres thèses en Nouvelle-Aquitaine, pour nos amis de l'ESPAR, Nouvelle-Aquitaine qui sont en cours. Il y a 2 autres thèses aussi qui sont en attente ici, à Tours, pour chez nous. Mais moi, je suis un peu fatigué. Je dis, il faut que je réfléchisse parce que je ne fais pas que ça. Là, aujourd'hui, je suis ici. Demain, c'est dimanche, je serai ailleurs, mais pas forcément pour la même chose. Mais toutes les semaines, j'ai quand même un certain nombre d'activités pour la rencontre des élus. Donc voilà, c'est pour dire que c'est quand même un sujet qui intéresse beaucoup nos jeunes futurs médecins et qui sont contents d'aller dans les cabinets de stage et dans les cabinets PAIS. Où aujourd'hui, ils ont tellement de demandes qu'ils nous appellent, nous, les uns et les autres, de temps en temps, pour intervenir, pour pouvoir entre guillemets, les pistonner, pour aller dans un cabinet PAIS, si vous voulez. Tant mieux. Et ça a permis de faire quoi? Quand on a des internes qui sont formés, encadrés, stagiairisés, qu'est-ce qui se passe? On crée un vivier au sein du territoire. Et le vivier le plus ancien, le pionnier chez nous, on a un vivier territorial avec, et c'est des médecins qui sont disponibles au pied levé pour les congés, pour les départs à la retraite, pour ceux qui le souhaitent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans la vallée du Cher, pour ceux qui connaissent, hein, Montrichard, on le voit, est bourré. On connaît plus bourré que Montrichard, je suppose. Non, je pense, je plaisante. Hein. Saint-Georges. Donc, et ils étaient 13 médecins au départ en 79. Aujourd'hui, ils sont combien? Ils sont 15. Alors, je ne parle que de ça, mais je parle aussi du territoire, de Montoire, bien sûr, mais du territoire de Naï, dans le Béarn. Parce que moi, je voyage beaucoup. Avec ma mobilette, on va vite. Et à Naï, ça fait 8 ans et demi qu'ils ont instauré justement PAIS là-bas. Ils étaient 10 au départ, ils sont 13 aujourd'hui. Et ils ont d'autres demandes en attente. Il n'y a pas de secret. Si on veut des médecins, il faut les former. Mais pour les former, la convivialité, bien sûr, l'attractivité, on en parlait tout à l'heure. Et il faut éviter tout simplement que les communes, je le dis parce que moi je suis un bourru, je dis ce que je pense. Il faut arrêter que les communes se piquent ou s'arrachent les médecins par des surenchères. Tu viens chez moi, je te donne 150 € de plus, et puis il bascule de l'autre côté du jour au lendemain. Ça n'existe pas dans le pays, hein. Il y a un engagement individuel. Mais on part quand on veut. Mais tous ceux qui ont goûté, ils ne partent pas. Ça fait 14 ans que ça existe dans la vallée du Cher, et ça ne partira pas. Donc voilà le territoire, ce qu'on a mis en place, l'autre avantage, les personnels des EHPAD. Plus on formait des gens, plus on organisait justement cette prise en charge, plus j'avais des personnes âgées, moins âgées, diabétiques, qui venaient mobiliser le couloir des urgences. Je comprenais rien. Si ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit, hein, je fais comme si c'était le mien, ou moi-même. J'appelle mon collègue de diabéto, du réseau des diabétos, qui est départemental. Hein. Je dis alors, cher ami, qu'est-ce que tu fais là? Tel patient, il vient traîner avec des complications qu'on découvre tardivement, ça ne va pas. Je dis, écoute, j'ai écrit au médecin de ville, aucun ne m'a répondu. Ah.
Moi, j'ai des médecins, si tu veux vraiment les former. Ok, si tu veux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à former les médecins de proximité à la prise en charge du diabète. Dans les locaux mis à disposition par le maire de la commune. C'est comme ça qu'il faut faire. Tout le monde ne peut pas aller à l'hôpital. On dit qu'il faut plus de lits. Alors, parce que vous allez mettre des lits, que vous allez avoir le personnel qui va avec. C'est en amont que ça doit se passer. Il faut que ça se passe en amont, qu'on organise en amont. Si on n'organise pas l'amont, l'aval ne supportera pas. On ne peut pas faire. C'est évident. Alors, c'est comme ça qu'on a mis en place donc, la prise en charge des diabétiques qui ne vont plus à l'hôpital. Pour qu'ils aillent à l'hôpital aujourd'hui, il faut que ce soit justement le médecin dépassé par la prise en charge de proximité qui appelle un membre du réseau de diabétos en disant écoute, je suis embêté par Madame Tatampion, est-ce que tu peux me la prendre parce que là, on ne sait plus. Ouais, écoute, on planifie l'hospitalisation et cette personne rentre directement dans le service de diabétos et ne transite pas les urgences pour avoir des complications dans les courants d'air. Donc voilà. Et puis les pathologies chroniques, c'est la même chose. Et ces médecins Païdou, désormais, pour envoyer un patient, ils appellent pour le SAMU pour savoir quelle est l'ambiance dans le couloir des urgences. Ah, c'est blindé. Si c'est blindé, d'accord, on peut attendre demain, et puis demain, on leur donne priorité. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc le lendemain, ils envoient le patient, et les choses se passent très bien. Alors, on a mis ça en place, on avait encore de la chance, et Madame Damoiseau était encore sur place. On a fait une évaluation. Parce qu'on dit, ouais, les médecins ne veulent pas se déplacer. La plupart, ils venaient du tout. Loin. Tu dis, écoute, ouais, on en a marre, on vient maintenant, on est organisé. On fait de 8h à 20h. 20h30 des fois. Hein. Parce qu'à 20h, ils ne viennent pas le cabinet, il n'y a plus personne ne rentre. Donc, et ils venaient de Tours. Et il fallait qu'ils assurent ce qu'on appelle la PDSA, la permanence de soins ambulatoires en ville, de 20h à minuit. Que tous les médecins, dans tous les territoires, ont arrêté de façon sauvage. Je n'ai pas dit sauvageon, j'ai dit sauvage. D'accord? Ils ont tous arrêté en disant, on n'est pas assez nombreux, parce que la PDSA, c'est basé sur le volontariat. Moi, je n'étais pas volontaire pour passer des nuits blanches à l'hôpital. En ville, on a dit, ouais, c'est basé sur le volontariat. Donc, ils ne voulaient pas le faire. Et on a fait une évaluation sur 3 ans. On s'est rendu compte que quand la médecine organisée, les gens, ils dorment tranquillement chez eux. Ils n'ont pas besoin. C'est-à-dire qu'on avait un appel de nuit, toutes les 3 nuits, un appel toutes les 3 nuits. Alors, comme il y a une convention avec le SAMU, si c'est une otite, il n'y a pas besoin d'y aller à l'hôpital. Il y a le médecin régulateur du SAMU qui donne un conseil. Et les gens sont sûrs que le lendemain, ils verront un médecin à 8 heures dans le territoire. Donc voilà, on a été amené rapidement à supprimer ce qu'on appelle la PDSA. Supprimer, je dis officiellement. Tout simplement, parce que plutôt que de dire aujourd'hui il n'y a plus de médecin, il n'y a plus de permanence, il n'y a plus de personne qui prend en charge. Tout simplement parce que quand vous répondez à la demande de la population, sortie des écoles, sortie du travail, je vous assure que quand le film est terminé à 22h30, ou que le match est terminé avec la prolongation à 23h30, ils ne pensent pas à appeler le médecin. Parce qu'ils sont rassurés, ils savent que le lendemain matin, ils envoient un médecin à 8h. Tout le monde le sait, cette statistique. Et nous le vivons comme ça. Donc voilà un peu comment les choses ont évolué. Alors, il y a un complément financier, bien sûr. Je ne vais pas sauter des choses. Il y a un complément financier. Non. Voilà. Bien sûr qu'il faut payer tout ça. On s'est basé sur le complément financier. Les secrétaires sont indemnisés. Les secrétariats sont indemnisés. S'il y a un cabinet avec 3 médecins, chacun des médecins reçoit par mois 430 € par mois pour sa secrétaire. D'accord? Et quand ils sont dans le même cabinet, vous voyez déjà que ça fait tourner une personne à temps plein. D'accord? On a même fait le calcul pour vous, pour aller un peu plus vite. Ça fait 1290 € par mois. Et puis, les soins non programmés, c'est-à-dire la journée, 8h, 20h, 100 € la journée. C'est à leur risque et péril. Mais je vous dis, ils ne chôment pas. Ils ne chôment pas. Et en période d'épidémie, la grippe, tout ça, ils ne chôment pas du tout. Hein. Donc, ils en font. Ils envoient plein. Et le samedi, c'est le 8h à midi, c'est 50 €. Moitié prix. Voilà ce qu'on a mis en place. C'est un modèle économique auquel on n'a pas voulu déroger. Pour une raison simple. Vous comprendrez tout à l'heure. Et puis, je vous parlais de la prévention que Mme Damoiseau nous a soufflé. Quelqu'un qui est médecin au sein de son cabinet, qui veut aller avoir une formation
pour prendre en charge les diabétiques. Si c'est pour avoir la formation, il va toucher 300 € pour les 3 heures, il va sortir de son cabinet. Si c'est pour être formateur, parce qu'il a déjà la formation, lui, ben il va toucher 400 €. Voilà la différence. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on a inventées, hein. C'est au JO. Ça fait partie du JO. Donc c'est officiel. C'est quelque chose qu'on ignorait, mais qui est officiel, le FNPIS. Alors, comme les choses sont bien faites ici, dans notre pays, on prend beaucoup de retard. Le FNPIS, moi qui discute avec tout le monde, comme là je suis avec vous, je suis allé voir la caisse d'assurance maladie. Les anciens qu'on connaissait sont partis à la retraite. Plus personne ne connaît aujourd'hui le FNPIS. Ils me disent, mais ça n'existe pas. Je dis, comment ça n'existe pas? Ça existe en haut, j'archive. Donc il a fallu que je sorte les décrets qu'on avait mis en place depuis de nombreuses années pour les convaincre en disant, on va dire, ouais, d'accord, ça existe, mais bon, le problème c'est qu'on n'a plus de crédit aujourd'hui pour faire de la prévention comme vous faisiez avant. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, les médecins, ils sont un peu comme tout le monde, hein, surtout en ce moment. On leur propose 150 000 €, attends, pardon, 150 millions, pardon, 400 millions, et demain je pense qu'on va passer à 2 millions. On rajoute. Ça ne sert à rien. C'est l'organisation qu'il faut revoir. Tant qu'on n'a pas revu l'organisation, on peut donner tous les sous qu'on veut, on n'avancera pas beaucoup. J'en suis persuadé. Les médecins, ils ont signé un engagement. Il y a un contrôle, double contrôle de ce qu'ils font, avec le planning que je vous ai montré là. Ils envoient tous les 20 du mois. Contrôle pas le SAMU. Si le médecin a oublié de prendre sa garde, on l'appelle et il dit, eh oh, ça va, tu es en congé, tu fais quoi? Quand ils changent leur garde entre eux, ils s'arrangent pour envoyer le tableau au modifié, révisé, au SAMU, systématiquement, et un appel derrière. D'accord? Donc il y a le médecin, le SAMU qui contrôle, il envoie au pilote, qui contrôle aussi, avant que ça ne passe à la paye, au trésorier général, payeur. Donc ils sont payés mois plus 1. C'est-à-dire que ceux qui ont fini le mois d'octobre, ils sont payés début novembre. C'est normal. C'est le deniers public. Et vous me direz combien tout ça, ça coûte. Alors, je peux dire pour 10 médecins au sein des territoires, combien ça coûte? 80 200 €. Mais ne faites pas le calcul, je vous facilite la tâche. Tous les maires à qui on a proposé ce genre de choses au sein d'un territoire, ça coûte 5 € par an et par tête d'habitant. Confirmé par la caisse d'assurance maladie. 5 € par an et par tête d'habitant. Pour un territoire de 15-20 000. Alors, juste en parenthèse, vous savez qu'il y a eu la pandémie. Il faut voir ce qu'on a fait avant la pandémie, avant la crise, et ce qu'on fait maintenant après la crise. Là où il y a une autre solution que je vais vous proposer, c'est ce que nous faisons actuellement. La pandémie, on a traité quoi? Une seule maladie, le Covid. Je dis le quoi, parce que le D, c'est disease, qui veut dire maladie. Comme je parle un peu mieux français que anglais, je vais dire le Covid. D'accord? On a déprogrammé les interventions, les gens qui doivent être opérés. On a déprogrammé les interventions en disant ne venez pas à l'hôpital, ne venez pas en clinique. Insuffisance rénale, ah surtout ne venez pas, vous allez mourir. Qu'est-ce qui les a pris en charge ces gens? C'est le paysou. Qui eux, qui pleut ou qui neige, ils sont là. Ils ont pris un engagement, ils sont là. Déprogrammation des explorations, ceux qui attendaient leur coloscopie, leur fibroscopie, déprogrammés, sans savoir quand est-ce qu'ils seront pris en charge. Qu'est-ce qui les rassure, tous ces gens? Qu'est-ce qui les réconforte, tous ces gens? C'est le paysou. C'est comme ça, cette médecine qu'il faut faire. Alors, en situation de crise, là je reviens, donc vous avez du jaune là un peu partout. En situation de crise comme maintenant, la solution elle est là. Je vous ai parlé de la notion de solidarité territoriale et nationale. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les médecins? Plutôt que de dire aller dans les déserts médicaux, il n'y a pas que de déserts médicaux, il y a un désert tout court. Alors, aller dans les déserts médicaux, non. Au sein d'un territoire, chaque fois qu'on a 5 médecins, il faut leur proposer ce qu'on appelle, ce qu'on fait à l'hôpital depuis de très nombreuses années, un plan blanc. C'est important, moi je compte sur vous, hein. Vous comptez sur moi, et chacun pourra compter, chacun pourra avoir un compte à la fin. Ça c'est Pierre Dac qui l'a dit. Alors, un plan blanc, ça veut dire quoi? Un jour par semaine. Un jour par semaine, il faut que les médecins ils puissent accepter tout le monde. Et l'histoire des médecins traitants, qu'on arrête de nous barber avec ça. Aujourd'hui, quel médecin traitant on peut trouver? Il y a un médecin pour le collectif.
Ça ne suffit pas. Tous les jours, les gens, quand ils peuvent avoir un médecin, ça suffit. Ça fait 5 ans que je lui en parle à la Caisse d'assurance maladie. Oubliez cette notion de médecin traitant. C'est sûr que certaines personnes ne sont pas d'accord. Ils disent, non, non, ça fait 40 ans, 30 ans qu'il me suit, et alors, estimez-vous heureux encore qu'il y ait un médecin. Ceux qui n'ont pas de médecin du tout, ils font quoi? Donc c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Donc voilà, moi je dis non, un plan blanc ambulatoire, on peut l'imposer. C'est même pas imposer. C'est ce que nous faisons dans le cadre du pays. 1 jour par semaine, à tour de rôle. Et il faut limiter les consultations. Quand on ne connaît pas tous les malades, ceux qui arrivent avec le problème première intention, il faut limiter à 20 consultations par jour, pas au-delà. S'ils peuvent en prendre plus, parce qu'il y en a qui viennent pour les renouvellements d'ordonnance, peut-être 25, mais 20 par jour. Voilà ce qu'il faut faire. Et moi je compte, c'est pour ça que je dis à Fabien que l'histoire parlera de Châteaudun et de la journée du 5 novembre, et du 4 aussi. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est le rapprochement par rapport à... Vous savez, on a connu la période des attentats. Il n'y avait plus de privé, il n'y avait plus de public, tout le monde travaillait ensemble. On décloisonnait tout. Et on est formé pour ça, pour gérer les catastrophes. Pourquoi il y a eu le Covid? Actuellement, on est en catastrophe. On a une crise, et pourquoi on ne gérerait pas les catastrophes ensemble? Donc c'est juste un clin d'œil. Et Païs, je vous ai parlé des deniers publics. Tous les 6 mois, nous rencontrons autour d'une table les financeurs, tous les financeurs. La CEPAM, les communautés de communes, la RS, etc., etc. Et puis on invite des gens qui ont envie justement de présenter un certain nombre de choses aussi. Le financement initial qui était par la RS, je ne vous dirai pas pourquoi du jour au lendemain ils ont arrêté, parce qu'ils m'ont appelé en disant, écoute, ouais, on va à la fac et puis tout le monde nous demande Païs, on n'a pas l'argent, vous faites du Païs. On va gagner du temps. Depuis 14 ans. Et désormais, il a fallu que moi je démarche toutes les communautés de communes de chez nous pour leur dire, attention, c'est l'aménagement sanitaire du territoire. Si vous ne le faites pas, personne ne viendra acheter les maisons chez vous. Donc attention. Donc ils ont acheté. Et ils ont mis de l'argent. Mais certaines sont quand même assez réticentes, parce qu'ils nous ont lâché en cours de route. Alors moi je suis allé voir le conseil départemental en disant, vous n'avez pas le choix. C'est des gens du département, il faut payer. C'est la santé de tout le monde. Donc c'est le conseil départemental qui, depuis le 1er janvier 2002, accepte de prendre en charge tout le monde. Alors, reconnaissance de Païs, c'est qui? L'URCAM, bien sûr, et la RH, la RS, c'est la Cour des comptes. Je vous rassure, moi je ne les connais pas. J'ai juste noté l'adresse, ceux qui sont situés à Paris, mais où? Je ne la connais pas. Ils ont envoyé quelqu'un faire une enquête chez nous, et la Cour des comptes, pour ceux qui peuvent lire, vous pouvez retrouver ça dans leur rapport de septembre. Pardon, excusez-moi. Non, mais vous l'aurez, si vous voulez, je peux vous l'envoyer, si vous voulez. Juste pour la Cour des comptes, et pas le reste, parce qu'il faut payer. Pensez bien qu'on ne fait pas les choses inutilement, mais non, je plaisante. Alors, la Cour des comptes qui dit qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant qui se passe dans le Loir-et-Cher. 1 jour par semaine, c'est-à-dire qu'on peut décloisonner les consultations et la médecine de ville et la médecine hospitalière. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Mais les élus, ils attendent quoi pour embrayer justement dans cette voie? Qu'est-ce qu'ils attendent? Parce qu'on n'est pas des syndicats, parce qu'on n'est pas un lobby, parce qu'on n'est que des gens farfelus qui ont des idées, alors que tous les ministres nous ont dit, prenez des initiatives chez vous, on vous suivra, on vous soutiendra. La seule chose qu'ils n'ont pas à rajouter, c'est si elles ne sont pas chères, bien sûr, les initiatives. Elles ne sont pas chères. 5 € par an et par tête d'habitant. La Cour des comptes, la Fédération hospitalière de France, qui a remis donc un prix d'innovation au pilote de Païs le 17 mai 2017. Je pense que ici, vous savez tous ce qui s'est passé le 17 mai 2017. Bien sûr, monsieur le président de la modérateur, c'était la mise en place donc, du gouvernement Édouard Philippe. D'accord? Donc, et qui a pris un certain temps, parce qu'on pensait rencontrer madame la ministre, c'était la ministre, elle n'a pas pu venir parce que ça s'est décidé très tard. Moi aussi, j'étais sur la liste, mais je n'ai pas vu arriver, mais peu importe. Une reconnaissance des territoires, des collectivités territoriales, le Loir-et-Cher et les Pyrénées, je vous ai parlé de Biarn tout à l'heure, et d'autres collectivités dont je ne parle plus, parce que le Covid a fait que moi j'ai arrêté un peu donc, de sillonner un peu les territoires français. Et puis l'association départementale de France, vous savez qu'au niveau de l'association départementale de France, il a été créé au mois de février-mars cette année, une commission santé qui n'existait pas. C'est tout nouveau. On a la chance, c'est notre président du conseil départemental qui est président de cette commission. Donc il m'emmène de temps en temps avec sa valise. Je porte sa valise, je porte sa valise pour aller dans les réunions. Et la première réunion a eu lieu donc à Paris le 16 mai. D'accord? Et je pense que
Alors, PAIS, c'est une organisation simple, souple, évolutive. Tout le monde me dira, pourquoi pas une NSP? Écoutez, quand on a lancé PAIS, au bout de 4 ans, on a vu arriver dentistes, infirmiers, sages-femmes, psychologues, etc., etc. Et pour les maires qui sont là, parce que c'est du travail de proximité, une pizzeria. Parce que quand on fait nos réunions, on mange aussi. Donc une pizzeria. C'est du travail de proximité. Donc ça vous dit que ça attire des gens et ça développe justement une commune ou un territoire, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et tout ça n'est pas fermé. Hein. Aujourd'hui, on a tout ça chez nous, intégré dans PAIS. Facilement transposable partout. Partout, si on le veut. Il faut 6 à 8 mois, à condition que le financement soit garanti. Alors, avant de finir, moi j'avais un voisin qui me disait toujours, voir c'est savoir, vouloir c'est pouvoir, oser c'est avoir. Nous avons osé. Nous avons osé. Mais en plus de notre travail, il faut oser. Comme disait tout à l'heure Monia, on a osé. Et dans notre département, on a osé un certain nombre de choses. En oubliant la position des administratifs, leurs problèmes, parce qu'on parle des directeurs d'hôpitaux. Ces personnes dépendent, je ne dis pas le mot, et tous les professionnels, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, nous pouvons et devons tous ensemble contribuer à la sécurité sanitaire de nos citoyens. Et Fabien, je te remercie encore, et je pense qu'aujourd'hui, c'est une date à noter, parce qu'on en parlera, vous avez toutes les solutions. On parlait du désert tout à l'heure. On n'est pas... Il ne faut pas se sous-estimer. Il ne faut pas avoir des complexes. Le plus grand désert, dans les 2-3 ans, ça va être Paris. Paris. Le plus grand désert médical, ça va être Paris. Et je peux vous dire que la situation actuelle qu'on vit avec les internes, j'ai encore lu, moi jusqu'à 2 h du matin, cette nuit, ce que font nos collègues chefs de service de CHU, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Ils traitent les internes de terroristes parce qu'ils font des revendications. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il faut discuter avec les jeunes confrères, les rassurer, ils sont fragiles. Hein. Et je vais terminer cette fois, je ne vais pas terminer sur quelque chose de négatif. Vous savez que 65% des internes sont sous antidépresseurs parce qu'ils sont maltraités. On a un suicide chez les internes toutes les 18 semaines. 18 jours, pardon. 18 jours. C'est catastrophique. Pour ne pas vous citer un hôpital pas très loin, il y a un interne de Chire qui s'est suicidé il y a 3 semaines. Il y a 3 autres internes de Chire, tout confondus, qui ont changé d'orientation pour aller faire autre chose. Ils ont quitté la médecine. Il y a des solutions. Si on veut, on peut. Le voisin dont je vous parlais, c'est Alfred de Musset. Je l'ai connu, hein, je l'ai bien connu. Merci. Bravo.